commercial. Donc les circonstances sont très très spéciales. Je pense que ça vous fait un peu bizarre. Enfin, vous avez eu l'habitude, malheureusement, peut-être avec le confinement précédemment, pendant que vous faisiez votre année de terminale, d'avoir des cours numérisés, si je puis dire, ou estampillés continuité pédagogique. Eh bien, malheureusement, ça continue. Hein, comme vous le savez, à l'IUT, chaque composante est indépendante. Mais Monsieur Ringot, notre directeur, a décidé qu'on n'aurait pas des amphis qui pourraient être pleins, ce qui se comprend hein, d'un point de vue sanitaire, mais ce qui est un peu moins drôle pour enseigner ou pour étudier, puisque du coup, on peut beaucoup plus difficilement se voir. Donc voilà. Je pense pas que vous soyez ravis et enchantés d'avoir des cours comme ça, numérisés, commentés et disponibles sur Célène. Enfin, j'espère, moi, hein. En tant qu'étudiant, j'aurais pas trop aimé. Vous savez, il y a pas longtemps, j'étais encore assis à votre place. Donc bon, je peux facilement me représenter la chose. En tout cas, sachez que si ça vous amuse pas beaucoup, je le comprends. Donc on va essayer de s'adapter quand même. Et sachez que pour nous aussi, quand on aime notre travail, en tout cas je vais parler dans mon cas, ne pas voir les étudiants, ne pas sentir l'amphi, c'est pas très motivant, ne pas pouvoir échanger avec vous et vous voir, c'est pas génialissime, mais bon, voilà, on va faire avec, on est tous contraints par la situation. Ceci étant dit, un petit mot sur le cours d'études et de recherche commerciale. Donc vous avez reçu mon mail. Je pense qu'il y a eu des petits bugs au début. En fait, il y avait l'ancien mot de passe qui était resté alors que j'ai réinitialisé le cours. Autant pour moi. Certains ont écrit pour me prévenir. Merci. Normalement, j'ai fait la modification et il y a des étudiants qui m'ont réécrit gentiment pour me dire que c'était bon. Il n'y avait plus besoin de mot de passe pour se connecter au cours de RC sur Célène. Donc normalement, tout est fonctionnel de ce côté-là. Donc en gros, comment ça va se passer? Du coup, on va avoir des capsules vidéo pour chacune des séances. Donc en tout, on a 8 séances de CM, dont 2 de 1 heure et demie, toutes les autres étant prévues pour 1 heure. Je vais essayer de ne pas vous alourdir et de faire un programme un peu plus court que ce que je fais d'habitude. Donc ça, c'est plutôt à votre avantage. Ça fera un peu moins de matière à réviser pour le partiel en général. Les étudiants pleurent pas trop quand c'est comme ça. Donc j'imagine que cette année, vous n'êtes pas trop différent des années précédentes. Mais bon, on va quand même passer par l'essentiel, je vous rassure, hein, ça ne va pas être un cours au rabais, loin de là. Je vais plutôt essayer de recentrer sur le plus important et de donner peut-être un peu moins de détails qui pouvaient être inutiles, mais qui illustraient beaucoup et qui suscitaient la discussion quand on avait encore le plaisir d'être tous ensemble et qu'on pouvait véritablement échanger. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de temps d'échange, et comme je vous l'ai dit, moi je serai disponible sur Teams les semaines, chaque semaine, sur l'horaire de cours prévu dans votre emploi du temps. Donc vraiment, je vous invite à vous en saisir. J'espère que je ne vais pas me taper des déserts où du coup vous ne viendrez pas. Bon, après, si vous avez rien à dire, aucune question, je pourrais comprendre, mais je serais étonné que sur 180, il n'y ait personne qui ait jamais de questions. Donc je vous invite vraiment, je sais que c'est pas forcément ce que vous aurez envie de faire d'emblée, mais à essayer d'écouter chaque semaine les diapos commentés que je vais vous produire et d'en profiter pour me poser des questions. Voilà. J'essaierai de les produire ensuite en avance pour vous laisser l'occasion, puis de toute façon d'une séance sur deux, vous aurez le temps de venir sur Célène et de me poser vos questions. Donc là, pour cette première séance, vous aurez peut-être plus des questions d'ordre organisationnel, mais bref. Et sinon, sachez, dernier élément, normalement, vous le savez, hein, il y a un tiers de la promo chaque semaine qui peut aller en amphi, puis pour les TD, c'est moitié-moitié. Ça vous a été annoncé par Madame Lévy et Madame Plichon lors de votre pré-rentrée. Elles vous ont expliqué tout ça. Bon, bah, du coup, à voir avec vous, mais si vous voulez, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller, à chaque fois, on a un amphi normalement Rabelais ou Berger, et je pourrais tout simplement aller dans l'amphi. Alors là, il faudra respecter, évidemment, vos plannings, mais si c'était votre semaine où vous avez le droit de venir, si vous préférez, ça pourrait être sympa, vous pourriez venir me poser la question en direct, hein, ça nous permettrait de nous voir un peu. Moi, je serais plutôt pour, en espérant que vous ayez envie de vous en saisir, voire repasser le diapo ensemble, enfin bref. On pourra trouver un moyen comme ça de profiter un peu de ce moment, quitte à se mettre sur Teams en même temps. Je pense que quand une personne a une question, ça peut profiter à tout le monde. Vous avez déjà entendu ça souvent au cours de votre vie, j'en suis sûr. Donc voilà. Donc, s'agissant du cours, hein, on va quand même revenir à notre objet premier. Donc c'est un chapitre vraiment introductif. Donc on va voir un petit peu d'histoire du marketing, on va essayer de définir ce que c'est que les études et les recherches commerciales et de dire globalement à quoi ça sert, et de voir trois grandes typologies d'études qui existent dans le champ et qui le structurent particulièrement. Voilà. Donc vraiment, c'est quoi, ça sert à quoi, et pourquoi je vais vous embêter à étudier ça. Donc bon, d'habitude j'en profite pour vous demander vos préconceptions sur la chose. J'ai remarqué d'ailleurs que les personnes qui sortent d'une filière STMG ont souvent vu quelques éléments, notamment en mercatique si je ne me trompe pas. Donc bref, vous êtes un peu plus familier avec ces questions-là. Mais peu importe, vous inquiétez pas, le cours est construit pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc,
Rapidement, pour vous dire à quelle sauce je vais vous manger, donc ça, normalement, c'était une séance de CM qui durait 1 heure et demie, donc je vais la couper en deux. Donc globalement, on va se concentrer sur ce que sont que les ERC et leur raison d'être. Ensuite, on va le relier au marketing, puisqu'en fait, les ERC n'ont de sens que pour prendre des décisions marketing et pour éclairer des décisions marketing, voilà, et se repérer dans l'environnement. Et puis, je mettrai un point de vocabulaire sur les études de marché, parce que en TD, bon, cette année, je fais pas les TD, c'est bien dommage, mais en TD, d'habitude, c'était toujours études de marché, monsieur, études de marché. Les études de marché sont une typologie d'études très spécifique qui ne recouvre pas exclusivement le champ des ERC. C'est plutôt un exemple. Donc voilà, on reviendra sur cette différence, ce distinguo. Ensuite, on verra quand même comment est né le marketing. On fera un tout petit peu d'histoire. Je ne vais pas m'apesantir parce que je sais que Madame Terrien, dans son cours de marketing, prend vraiment du temps pour vous expliquer ce que c'est que le marketing, sa genèse. Mais voilà, vu que les ERC et le marketing sont intrinsèquement liés, en fait, qui sont un peu consubstantiels, je vais quand même prendre le temps de faire un rapide rappel. Mais bon, globalement, je laisse la main à Madame Terrien qui en plus le fait mieux que moi. Voilà. Et donc, du coup, la troisième grande partie normalement, de ce chapitre, en fait, il y en a 5 normalement dans le cours de RC, ben, je la ferai dans une seconde séance. Donc là, pour l'instant, on va essayer de respecter le format d'une demi-heure, 40 minutes que je me suis fixé, en espérant que je ne dépasse pas trop. D'habitude, en cours, j'ai tendance à être bavard, mais avec le plaisir de vous voir. Donc je ne sais pas si ce sera la même chose en étant tout seul chez moi à parler à mon ordinateur, ce qui est quand même, je pense que vous pourrez l'entendre, un peu moins émulant. Et je comprends d'ailleurs que pour vous, ce soit un peu moins drôle de juste écouter le prof parler tout seul dans son salon face à son ordi, et vous de le réécouter chez vous tout seul dans votre chambre. Ça doit être aussi moins émulant, mais que voulez-vous, hein. Ni vous ni moi n'avons choisi ce contexte, on le subit. Donc bref, haut les cœurs, continuons. Alors la raison d'être des ERC. Donc évidemment, vous le savez, hein, on est dans un monde d'entreprise, on est dans une société capitaliste, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, mais donc les entreprises et le développement économique structurent notre monde. Donc voilà, sans croissance, il n'y a pas de travail, si on ne travaille pas, il n'y a pas de croissance, si on ne travaille pas, il n'y a pas de bien, et s'il n'y a pas de bien, on ne vit pas dans notre petit confort. Donc je le dis très vite, hein, on n'est pas dans un cours d'économie, mais en gros, globalement, les entreprises structurent notre vie sociale, de près ou de loin, peu importe, qu'on le veuille ou non, et donc évidemment, elles se font concurrence entre elles. Alors, on peut le raisonner en termes d'étudiants. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous faites concurrence quand vous faites des admissions post-bac et on regarde vos diplômes, enfin on regarde vos diplômes, on regarde vos notes, etc. Et donc du coup, vous êtes déjà en concurrence à ce niveau-là. Entre travailleurs, évidemment, à travers le CV, les compétences, les qualifications, etc. Les entreprises, a fortiori les entreprises, hein, elles se font concurrence puisque c'est peut-être le domaine le plus exacerbé de la concurrence la plus pure et parfaite. Bon, c'est un modèle d'économiste qui pourrait être critiqué par ailleurs, mais bon, peu importe. Et les universités aussi, hein, je suis sûr que quand vous avez choisi vos formations, les universités, bon, j'espère que vous n'avez pas trop subi en étant reçu à l'IUT-TC de Tours, mais globalement, j'imagine qu'il y a des IUT en France, bah, en fait, c'est pas j'imagine, je le sais, et, qui sont plus cotées, et donc nécessairement, vous avez eu recours à une sélection d'informations donc qui ont été produites par des études, figurez-vous, et donc du coup vous en êtes servi pour prendre une décision. Et ben, en fait c'est un peu ça le sens des ERC. Donc voilà pour le placer de manière très générale. Donc en gros, pour le redire autrement, de manière un peu plus universitaire si je puis dire, les ERC, elles vont s'intéresser, enfin, elles vont être reliées au fait que les organisations, les individus, en fait, ils ont besoin de comprendre le monde qui les entoure pour le penser et pour agir dessus, c'est-à-dire prendre une décision, ni plus ni moins. Et pour ce faire, on a besoin de récolter des informations et de les traiter. Donc, comme des étudiants ont besoin d'abord de savoir où est-ce qu'il y a des filières TC en France avant d'être acceptés, ensuite lesquelles sont bien, lesquelles sont pas bien, peut-être vous pourrez regarder d'autres types d'informations qui vont agir sur votre prise de décision. Le prix des loyers peut-être, vos parents n'ont peut-être pas de l'argent de manière infinie, vous avez peut-être besoin de travailler, est-ce que vous pourrez facilement trouver un travail dans cette ville, etc. Est-ce que c'est loin de chez vous, donc il y a aussi les frais de transport. Donc vous voyez en fait pour chacune des décisions qu'on va prendre, peu importe les domaines, et c'est encore plus vrai dans le monde des entreprises, on va avoir besoin d'informations pour les éclairer, pour pas prendre une décision en fait qui relèverait purement et simplement du hasard. Et donc, pour pouvoir avoir ces informations, il faut d'abord que des petits rigolos les aient récoltées, collectées, et puis les aient traitées. Voilà. Donc, c'est vraiment ça le sens des ERC en fait, c'est de produire de l'information qui va permettre de prendre des décisions plus éclairées, plus pertinentes. Voilà.
Alors donc évidemment, parfois l'information elle est disponible. Donc là, il s'agit de la trouver. Là, on peut reprendre l'exemple des étudiants. Donc là, c'est assez facile. Bon, globalement, il y a des classements qui sont faits. Les universités, elles mettent leurs programmes sur Internet, toutes leurs offres de formation. Donc là, il faut que vous cherchiez véritablement, mais vous pouvez la trouver facilement en fait. Elle a déjà été créée pour vous. Il s'agit potentiellement de la récolter, mais même là, la récolte, elle est facilitée. Et dans d'autres cas, l'information, elle est indisponible. Et dans ce cas-là, il faut la créer. Alors, c'est peut-être moins facile avec un exemple d'étudiant, mais pensez aux entreprises qui seront quand même notre premier objet d'intérêt, même si je prendrai souvent des exemples qui ne sont pas issus du monde des entreprises, parce que c'est plus facile à comprendre de la sorte, vu que c'est des exemples issus de votre vie courante, et de la mienne aussi. Mais dans le cas d'une entreprise, vous voulez lancer, je ne sais pas, une innovation technologique. Bon, on va prendre un exemple bateau. Pensez à Steve Jobs quand il a voulu sortir son premier iPhone chez Apple. Bon, bah, au départ, c'était le premier téléphone à écran tactile. Comment pouvez-vous être sûr, comment pouvez-vous prendre une décision de mettre sur le marché un produit révolutionnaire à ce niveau-là? Il n'y a pas d'information préexistante en fait. Donc là, est-ce que les gens vont savoir utiliser le tactile? Est-ce que ça va potentiellement leur plaire, etc., etc. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'information qui préexiste. Là, elle est indisponible. D'où le fait qu'il faille la créer justement. Et donc dans ces cas-là, on peut évidemment produire une étude. On peut par exemple procéder à une observation. Donc là, ça s'apparente un petit peu à de l'étude de laboratoire. Donc on peut par exemple payer une centaine de sujets, 50 sujets, peu importe. Donc on va prendre en gros des consommateurs et on va les dédommager pour une journée ou deux. Et en fait, on va leur mettre le nouveau produit dans les mains. Donc on va peut-être leur demander de l'utiliser pour, j'en sais rien, aller sur Internet, s'enregistrer, écrire un message. Bref, en tout cas, on va les faire manipuler le produit. Donc là, qui est vraiment prototypique, hein, c'est un prototype. Donc c'est l'iPhone quand il est sorti au tout début avec son écran tactile, par exemple, hein, pour continuer sur le même exemple. Et on va les observer en train de l'utiliser. Et puis derrière aussi, on peut leur demander leur avis. Alors, l'utilisation, vous avez trouvé ça pratique? Qu'est-ce qui vous a freiné? Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi? Etc. Donc là, vous voyez, en fait, on est vraiment dans un processus de création de l'information. Donc là, c'est une information qui est beaucoup plus onéreuse à produire, mais par contre qui peut être beaucoup plus utile. Et justement, dans une perspective concurrentielle, quand l'information elle est disponible pour tout le monde, par exemple, je ne sais pas, quand vous avez un sondage IFOP sur la consommation d'alcool des Français, vous êtes Pernod Ricard. Bon, bah là, vous pouvez regarder que les Français, l'année dernière, plus 2% de consommation de vin, 4% de bière et moins 2% de Ricard. Bon, bah, a priori, si c'est IFOP qui l'a produit et qui l'a mise en ligne, tous vos concurrents peuvent accéder à cette information. Donc vous voyez qu'elle n'est pas très discriminante, elle ne vous confère pas un avantage concurrentiel très puissant. Par contre, quand vous créez l'information pour vous, donc elle est plus chère, on va reprendre l'exemple de Steve Jobs avec l'écran tactile. Par contre, une fois qu'il a cette information, ses concurrents ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été produite en interne à beaucoup plus cher. Donc là, vous voyez, par exemple, l'avantage concurrentiel qu'on peut en retirer est beaucoup plus important. Donc il y a toujours cette problématique, on y reviendra dans le chapitre sur l'information, hein, c'est un des 5 chapitres qui composent le cours de RC, mais globalement, voilà, ça c'est 2 points majeurs. Donc en ERC, on veut produire de l'information hein, pour pouvoir penser le monde, le comprendre, agir dessus, donc c'est-à-dire ni plus ni moins que prendre une décision. Donc pour ça, il a fallu récolter les informations et les traiter. C'est pour ça qu'on fait des études et des recherches commerciales. Donc il y a 2 grands cas de figure. L'information préexiste, dans ce cas-là, on cherche juste des informations qui préexistaient. Donc ça s'apparentera à de la veille, on y reviendra. Ou dans d'autres cas, là c'est plus dur, il faut carrément créer son étude, et on se penchera sur les méthodologies qualitatives et quantitatives, mais j'y reviendrai. Et donc là, il faut créer l'information, c'est plus cher, mais plus intéressant stratégiquement. Donc qu'elle soit disponible ou non, pour synthétiser, hein, qu'elle soit créée ou non, il faut donner du sens à cette information, l'interpréter. Alors là, on peut prendre un exemple tout bête. Pourquoi il est important d'interpréter une information? C'est bien d'avoir une information, mais une information toute seule ne sert à rien. Prenons un exemple débile, pardonnez-moi le terme, disons prenons un exemple trivial, excusez-moi je me reprends. Bon bah, vous avez vos chiffres de vente sur l'année dernière. Bon je prends un exemple qui n'a aucun sens, mais l'année dernière vous avez vendu 112 voitures. C'est une information, on est d'accord. Il a fallu que vous la récoltiez. Donc que vos vendeurs, à chaque fois, remplissent par exemple un tableur Excel ou un système d'information marketing dans lequel ils vous ont dit à chaque fois qu'ils ont vendu une voiture, ben voilà, j'ai vendu telle voiture, telle heure, c'est tel modèle, à tel client. Super. Vous en avez vendu 112 l'année dernière. Ça vous fait une belle jambe. Est-ce que c'est une information qui est vraiment utile pour prendre une décision? Ben non. Il faut pouvoir la mettre en perspective, donc l'interpréter, la rendre interprétable.
Est-ce que par exemple, déjà, premier élément, c'est en augmentation par rapport aux années précédentes? Est-ce que il y a 3 ans, vous en avez vendu 98, il y a 2 ans, 100, 105, et puis cette dernière année, 112? Dans ce cas-là, donc voilà, là on a déjà une perspective d'interprétation. Là, clairement, l'information mise en perspective avec d'autres, elle nous permet de savoir qu'on est en augmentation. C'est positif. Deuxième chose, on en a vendu 112. Bon, c'est bien. On est en augmentation, je vous l'ai dit. Et les concurrents, ils font quoi? Est-ce que vous avez l'information pour les concurrents? Ben, ça se trouve, les concurrents, ils en ont vendu 4700 la même année. Vous avez qu'un concurrent, vous n'êtes que deux sur le marché, c'est un oligopole. Bon, bah, vous en avez deux, très bien, concurrents. Vous 112, l'autre 4000, je ne sais plus combien j'ai dit. Bon, bah là, vous voyez, pareil, l'interprétation qu'on va faire de cette information, elle va changer diamétralement. Si par contre, l'autre, il en a vendu que 50, là, vous savez que vous avez le double de part de marché que lui, et ça vous place en situation de leader. Donc vous voyez ce que je veux dire par l'interprétation, une information toute seule n'a pas nécessairement de la valeur. Il faut parfois pouvoir les recroiser entre elles ou en tout cas les contextualiser pour pouvoir véritablement leur donner un sens et les interpréter. Je ne sais pas si vous avez entendu, je change un peu de sujet, mais en ce moment là, dans l'actualité, ça se base sur les chiffres de la délinquance. On parle d'ensauvagement, Gérald Darmanin est au créneau, et puis le problème, donc c'est le ministre de l'Intérieur, hein, au cas où vous ne suivez pas trop l'information. Et puis en même temps, on a Dupond-Moretti, notre nouveau garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice, si vous préférez, qui dit qu'il n'y a pas d'augmentation de la délinquance en France. C'est quoi ce bordel? Ouais, en plus, il se base sur des données, chacun, pas les mêmes, mais des données qui existent. Donc on a plusieurs manières de calculer la délinquance, et donc chacun, ils ont leurs chiffres, des chiffres qui sont contradictoires, et ils en font une interprétation différente. Donc vous voyez, à chaque fois, ils ont une information, et ils arrivent quand même à produire une interprétation qui est diamétralement opposée. Donc pour vous souligner, même si l'exemple est éloigné de l'ERC, à quel point il est important de pouvoir interpréter son information. Bon, j'ai donné beaucoup d'informations d'un coup. Visiblement, mon défaut de bavardage et de digression ne cesse pas avec les diapositives. Vous aurez peut-être des questions à me poser comme ça, au moins le prof ne sert pas à rien. Hein. Voilà, c'est une manière de légitimer ma position. Donc, en PC, on va surtout en fait se pencher sur la réalité, le monde des entreprises, donc qui est particulièrement concurrentiel, compétitif, et ce à échelle mondiale. Hein. Vous entendez tout le temps parler de la mondialisation, donc la mondialisation a renforcé cette problématique. Et elle a renforcé la problématique d'accès à l'information et donc la raison d'être des ERC. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il était peut-être plus facile d'avoir des informations donc, sur des concurrents qui se situaient à une échelle nationale. Déjà, premier élément, souvent, il n'y avait pas de barrière de la langue. Donc, par exemple, vous pouviez plus facilement savoir ce qui se passait dans l'entreprise concurrente parce que c'était dans le même pays. Donc là, dans une économie mondialisée, potentiellement, rien que connaître toutes les entreprises de votre secteur, ça peut être difficile. Je ne sais pas, dans le monde de l'automobile, qui est capable de citer toutes les marques qui existent au monde? Il y a des marques qui ne se retrouvent pas chez vous, mais si vous voulez exporter, il faut que vous sachiez qu'il y a certains constructeurs dans certains pays, même s'ils ne sont pas, par exemple, présents en France. Bon, ça, c'est un premier élément. En plus, vous avez des modèles de voitures, par exemple, pour continuer sur l'automobile, qui ne sont pas vendus dans le pays. Je vous prends un exemple tout bête. J'étais au Canada l'année dernière pour un échange, j'ai donné quelques cours là-bas. Et ben, j'avais loué une voiture à un moment, bon, je m'étais pas racheté une voiture pour y aller, vous pensez bien. Et donc, du coup, je m'étais loué une Hyundai Elantra. Et donc, j'avais trouvé la voiture vachement sympa. Et par curiosité, j'avais regardé combien elle coûtait. Et donc, au départ, bah, vous voyez, moi, mon portable, il est configuré sur google.fr. Et je trouvais pas de résultat direct. Et après, j'ai regardé, et en fait, il s'avère que la voiture n'était pas vendue en France. Elle est vendue qu'au Canada et par exemple en Corée. Donc, vous voyez, c'est tout ça pour illustrer le fait que la mondialisation de l'économie a démultiplier en fait la nécessité des informations qu'on doit collecter. Les entreprises se meuvent dans un monde concurrentiel qui est beaucoup plus grand qu'avant. Et plus leur périmètre augmente, là il est maintenant mondialisé, ou en tout cas très vite une entreprise peut travailler dans plusieurs pays, et en fait plus ça requiert d'avoir des informations plus nombreuses pour comprendre son environnement à l'entreprise. Et donc ça pose la problématique des études et des recherches commerciales, d'accès à l'information et de son interprétation de manière encore plus forte.
Bref, c'est pour ça que les ERC sont de plus en plus importantes de ce point de vue-là. Et c'est renforcé aussi avec une économie qui est de plus en plus numérisée, puisqu'on a de plus en plus d'informations précises sur chacun des consommateurs, par exemple. Là où avant vous aviez globalement un fichier client et vous saviez à peu près l'âge du consommateur, le jour où il a acheté, est-ce qu'il revient souvent, etc. Aujourd'hui, souvent on peut se créer des comptes et donc vous voyez à quel moment il se connecte, les publicités sur lesquelles il a cliqué, vous voyez les onglets sur lesquels il clique sur le site, le temps qu'il passe sur chacun des produits, les caractéristiques techniques qu'il consulte, bref, du super flicage, on va pas se mentir, mais du coup ça démultiplie les informations auxquelles on a accès, ça pose aussi le problème de leur traitement et du coût de l'information et de de la capacité qu'on a à la comprendre. Mais bref, je vais un peu loin, on y reviendra plus longuement. En tout cas, les ERC, c'est la manière de produire des informations, c'est la manière de les collecter, c'est la manière de les interpréter dans le but de prendre une décision. Et donc, dans une économie de plus en plus compétitive et mondialisée, en fait, les ERC sont de plus en plus importantes. Et au-delà du fait de la mondialisation, le fait que l'économie se numérise. Voilà. Donc bref, si on cherchait à se donner une petite définition, parce que j'ai beaucoup parlé, je vous ai donné beaucoup d'informations, hein. Je vous ai dit, hein, c'est dur d'avoir trop d'informations d'un coup, peut-être que justement c'est le meilleur exemple que je pouvais vous en donner, d'avoir trop parlé et trop donné d'informations. Mais en tout cas, si on essaye de se donner une petite définition des ERC, donc j'ai vraiment repris la définition la plus simple que j'ai trouvée, les ERC c'est l'ensemble des moyens permettant de définir, collecter, analyser et présenter toute information utile à la démarche marketing. Donc pourquoi marketing? Parce qu'on est dans le monde des organisations, donc le marketing vise à répondre et à satisfaire à un besoin, parfois à le susciter chez un consommateur. Bon, ça vous le reverrez, hein, on n'est pas dans un cours de marketing, mais les deux sont intrinsèquement liés. Et donc, pour satisfaire un besoin d'un consommateur, vous admettrez qu'il est assez logique d'abord d'avoir compris ce besoin. Donc il fallait avoir accès à cette information. Comment on a accès à cette information? Comment on sait si les gens préfèrent les voitures rouges, bleues, vertes? S'ils préfèrent les gros modèles ou les petites citadines? Et ceux qui préfèrent les petites citadines, ils ont quelles caractéristiques sociodémographiques? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est plutôt une femme de 45 ans à 55 ans? Est-ce que c'est plutôt les petites citadines, des jeunes actifs qui ont 25 ans et qui sortent de leurs études jusqu'à 35 ans? Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées qui veulent juste des petites voitures pour faire des petits trajets? Donc vous voyez, pour avoir ces informations, il faut faire des études, des ERC, et donc du coup c'est utile clairement à la démarche marketing. Pourquoi préciser définir, collecter, analyser, présenter? Bon bah définir, parce que déjà les informations elles sont presque infinies techniquement. On est d'accord, dans ce monde, vous êtes une entreprise, vous pouvez avoir accès à un nombre d'informations qui est incommensurable. Donc déjà, il faut définir ce qu'on veut. On verra que c'est l'enjeu souvent des études documentaires. Est-ce qu'on veut recueillir les préférences de couleurs, de modèles? Est-ce qu'on croise avec des variables sociodémographiques telles que l'âge du capitaine, le sexe du capitaine, le nombre d'enfants qu'il y a dans le foyer, la structure des revenus du foyer? Bref, ça peut être des variables discriminantes comme ça peut être quelque chose qui n'influe pas du tout sur la consommation des gens. Et on ne peut pas tout recueillir dans une étude. Plus on recueille d'informations, plus c'est cher, plus ça prend du temps. Et dans une économie extrêmement concurrentielle, il faut aussi savoir aller vite. Donc il faut savoir quelle information on veut et pouvoir la récolter facilement. D'où l'intérêt de définir au préalable ce qu'on veut récolter. Ensuite, il faut le collecter. C'est pas forcément si facile de collecter des informations. Je vais vous prendre un exemple un peu subversif. La consommation de films porno des Français. Est-ce que vous croyez que c'est facile de collecter cette information? Ben non, c'est beaucoup moins facile que leur préférence de couleur de voiture. Pourquoi? Parce que les gens, par exemple, si vous faites un petit sondage sur le trottoir, je pense pas qu'ils vont crier à tue-tête, entourés d'autres personnes. Oh bah écoutez, moi ce que je préfère, c'est ça, 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 puis avec mon copain, ma copine, on fait ça, 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 ça. Donc vous voyez, il y a des informations qui sont faciles à collecter et d'autres qui sont un peu plus difficiles à collecter. Donc il faut songer aussi au problème de la collecte, d'où le fait que ce soit inscrit dans cette définition. Ensuite, il faut pouvoir les analyser. Je vous l'ai dit, une information, elle doit être interprétable. Voilà. Euh, le pouvoir d'achat des Français a baissé de 3%. Bon, très bien. On est dans une économie mondialisée. Donc, vous devez, par exemple, choisir de faire un effort publicitaire dans un pays plutôt qu'un autre. Typique d'une décision marketing. Vous intervenez en Allemagne et en France. Bon, 3% de pouvoir d'achat en moins chez les Français. Bon, ok. Donc vous faites quoi? Vous faites pas de publicité chez les Français parce qu'ils ont moins de thunes? Ça se trouve, dans le pays d'à côté, donc en Allemagne, c'était moins 7%. Ou si ça se trouve, c'était plus 2%. Bah, vous voyez, typiquement,
pouvoir mettre en perspective ces deux informations. Dans l'absolu, elle ne voulait pas dire grand-chose. On ne va pas non plus ne pas faire de publicité en France. Par contre, si on sait que ça diminue plus fort ailleurs, on peut malgré tout concentrer plus d'efforts publicitaires en France, parce que c'est là où malgré tout, il y a un pouvoir d'achat plus fort qui subsiste, même s'il a diminué de 3%. Donc d'où la nécessité de pouvoir analyser les informations. Par exemple, savoir la couleur préférée des voitures des Français, c'est bien. Bon, vous savez qu'ils préfèrent le rouge et le vert pour l'année 2020, c'est super. Mais si ça se trouve, à cause du confinement, typiquement, effectivement, il y a eu beaucoup moins d'achats de nouvelles voitures. Vous le savez, je pense, vous l'avez vu passer aux infos. Bon, bah là, pareil, le problème d'analyse et d'interprétation, il est extrêmement fort. Il faut pouvoir contextualiser et mettre en perspective. Et puis, présenter l'information. Présenter l'information, c'est une précision importante parce que souvent, vous allez devoir travailler en fait pour des décideurs. Si par exemple, vous avez un jour un poste d'analyste, ce qui est typiquement un poste bien classique, et les ERC ne sont pas décorrélés du monde professionnel, et donc vous pouvez être chargé d'études ou analyste, par exemple, et donc du coup, quand vous allez vous adresser à votre décideur, donc ça peut être un responsable marketing, ça peut être un directeur général, un directeur de division, etc. Donc je ne sais pas, vous travaillez pour le responsable marketing de Danone. Et donc, il vous demande, en gros, de vous faire un état des lieux de la consommation des yaourts des Français. Donc, est-ce qu'ils ont un parfum? Est-ce qu'il y a des morceaux de fruits? Est-ce qu'il faut du sucre ajouté? Est-ce qu'il faut que ce soit bio? Est-ce qu'il faut que ce soit local? Bref. Vous voyez, d'où l'important de définir les informations qu'on veut recueillir. Mais ensuite, il faut les présenter. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être pondre une étude. Déjà, vous allez mettre une semaine ou peut-être 2 semaines à recueillir les informations, les collecter, les analyser. Et puis ensuite, il faut les présenter. Vous doutez bien que 2 semaines de travail, vous pouvez, par exemple, pondre un rapport de 20 pages. Mais votre chef, il ne va pas vouloir que vous lui pondiez un rapport de 20 pages et que vous lui fassiez un cours de 10 heures. On n'est pas à la fac. Donc le mec, il veut que ce soit fait en 30 minutes, qu'il ait l'information la plus importante, la plus spécifique, utile à sa prise de décision. D'où l'importance de pouvoir présenter les informations importantes. Voilà. Et on le reverra dans l'étude documentaire. Et normalement, c'est l'objet d'une séance de TD. Donc bref. D'où tous ces éléments. Alors, là, globalement, tout ce qu'on vient de se dire est repris dans le petit schéma qui est visible ici. Donc, les ERC, elles visent à produire des informations. Les informations n'ont aucun sens si elles ne peuvent pas être analysées. Il faut donc les analyser. Ensuite, il faut pouvoir en produire une synthèse. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais à l'instant précédent, ça recoupe ce que je viens de dire sur la présentation. Donc, les informations sont tellement nombreuses, notamment quand vous êtes un chargé d'études, que même là, quand vous vous adressez pour votre client interne, par exemple le responsable marketing, pour reprendre l'exemple précédent, il faut pouvoir lui les synthétiser pour qu'il puisse prendre une décision. Donc, est-ce qu'on augmente le budget marketing? Est-ce qu'on concentre le développement de produits, par exemple, sur des aspects bio, sur des aspects locaux, sur la texture du produit, par exemple, pour reprendre l'exemple des yaourts. Donc ça, il faut vraiment lui souligner très rapidement, même si vous avez beaucoup plus d'informations qui vous permettent de parvenir à cette conclusion. Voilà. Et donc, le but, c'est toujours, évidemment, de prendre une décision. Et enfin, le contrôle, tout simplement. Une fois qu'on a pris une décision, il va quand même peut-être falloir regarder si ça s'est bien passé. On a choisi cette année de proposer une gamme de voitures qui est centrée sur le rouge et le vert, parce qu'on avait vu que c'était plutôt le goût des Français sur l'année précédente. Ou qu'ils nous déclaraient que l'année prochaine, ils avaient envie d'avoir ces deux couleurs majoritairement pour leur nouvelle voiture. Super. Donc, on a fait une étude, on a pu prendre une décision, et on a favorisé les voitures rouges et vertes, et on a prévu plusieurs teintes dans ces deux couleurs, pour répondre à ce qu'on croit être la demande du marché. Derrière, on va peut-être vérifier que ça s'est bien passé quand même. Non? Vous croyez pas? Donc on va contrôler. Est-ce qu'on a vraiment vendu plus de voitures rouges et vertes, par exemple? Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être revoir notre méthodologie de collecte et d'analyse de données, parce qu'on a peut-être fait une petite erreur ce faisant. Bref, voilà. D'où l'importance de contrôler. On ne fait pas que collecter et synthétiser de l'information dans un but de prise de décision. Derrière, on va la contrôler. Et souvent, comment on fait pour contrôler qu'on a bien pris la bonne décision? En fait, on recueille à nouveau des informations. À nouveau, on les analyse. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce schéma est en boucle, plus ou moins. Même si là, c'est un rectangle, mais m'embêtez pas, on n'est pas dans un cours de géométrie. Alors, vous avez peut-être noté que dans le titre, il y a études et il y a recherche commerciale. C'est pas anodin. Les deux termes peuvent paraître redondants et pourtant ils ne le sont pas. En fait, si vous voulez, les recherches commerciales, ça appartient plutôt à la science pure, au monde universitaire, et les études commerciales, c'est leur application opérationnelle dans le monde directement du commerce. Pour reprendre un exemple, un exemple assez facile à comprendre, avant par exemple que
Les instituts de sondage, par exemple, comme l'IFOP ou comme LSA, qui commandent beaucoup d'audits dans le monde de la consommation, ils sachent par exemple exactement qu'ils aient une méthode scientifique pour pouvoir calculer, par exemple, l'impact de l'humeur d'une personne sur sa décision d'achat dans un magasin. Il a fallu créer une échelle de mesure. Et une échelle de mesure, c'est pas juste un type qui un jour s'est assis à un bureau et qui s'est dit, bah voilà, je vais leur demander ce qu'ils sont de bonne humeur et ensuite leur demander s'ils ont fait un achat. Pour qu'on puisse dire que ces méthodes sont scientifiques, c'est un peu comme par exemple pour la présidentielle, quand les instituts de sondage arrivent tout fiers et vous disent on est absolument certain qu'il y aura 20% d'intention de vote pour Marine Le Pen parce qu'on a utilisé une méthode scientifique pour le faire. En fait, c'est qu'avant, elles ont été développées et testées par des chercheurs à l'université. Donc les recherches commerciales, c'est la partie, comme son nom l'indique, si bien, hein, c'est d'une redondance extrême de ce point de vue-là, hein, tout est dans le mot. Donc c'est de la partie recherche, c'est de la science en fait fondamentale. Donc il y a des chercheurs, comme mes collègues et moi, notamment en marketing, par exemple, Madame Plichon, qui est une professeure émérite dans le monde du marketing. Ben, en fait, elle développe des échelles de mesure. Donc il y en a plein qu'on teste, il y en a qui foirent, il y en a qui foirent pas. Et quand elles ont été répliquées plusieurs fois et qu'on a vu qu'elles donnaient de bons résultats, ben, en fait, elles sont validées par la communauté scientifique. Et là, dans ce cas-là, en fait, le monde du commerce, donc par exemple les instituts de sondage ou des entreprises privées, peuvent s'en saisir et les utiliser en ayant en fait l'assurance que cette méthode est valide scientifiquement, donc en ayant l'assurance que quand ils veulent mesurer l'impact de l'humeur sur par exemple la décision d'achat du consommateur, ils ont une échelle qui est fiable et valide. Et donc après on passe dans les études commerciales, c'est leur application opérationnelle des pratiques, des méthodes de recherche mises au point par des chercheurs. Donc vous voyez, il y a une belle complémentarité. Et si je puis me permettre du coup de le souligner, hein, je défends un peu ma paroisse, mais non, les chercheurs ne servent pas à rien. Mais bon, c'est moins directement visible puisqu'en fait, une fois que c'est produit, c'est par exemple, est-ce que vous savez qui a créé l'écran tactile? Alors, on en parlait tout à l'heure avec Steve Jobs. Est-ce que vous croyez que c'est Apple qui a créé l'écran tactile? Eh ben non. C'est une université américaine qui a développé en partenariat avec l'armée américaine les écrans tactiles pour que, en opération, les militaires puissent, par exemple, utiliser plus facilement des outils de téléguidage, de lancement de missiles et ce genre de choses. Bon, je ne suis pas un historien des inventions militaires, mais il est intéressant de noter que du coup, ça a été développé dans des universités en partenariat avec l'armée, comme autre chose qu'on utilise tous et ce qui nous permet de tenir en cette période de crise sanitaire, Internet, chers étudiants. Et oui, Internet est aussi un produit universitaire en partenariat avec l'armée américaine. Et tout ça, c'est de la science fondamentale. Et ensuite, on passe dans le versant opérationnel. Donc, typiquement pour les études, une fois qu'une échelle est validée, pour l'écran tactile, quand Apple s'en sert pour développer un nouveau téléphone et faire des maxi-boulasses, voilà, super. D'ailleurs, de l'argent qui ne profite pas vraiment à tout le monde alors que ça a été produit par deniers publics, par des chercheurs payés par vos impôts. Mais bon, ça c'est un autre débat. Hein, je ne m'appesantis pas là-dessus, on ne fait pas de la politique. Mais quand même, c'est intéressant de mettre cette donnée en perspective. Et puis, derrière, des entreprises en fait qui vont pouvoir utiliser ce qui a été développé par la science, parce que c'est libre de droit, c'est ça qui est magnifique. Souvent, il n'y a pas de brevet dessus, vu que c'est de la science fondamentale payée par les impôts de tout le monde. Donc ceux de vos parents, les vôtres si vous avez travaillé cet été, les miens qui sont pris sur mon salaire, parce que oui, hein, moi l'État me paye, mais en même temps il se repaye dessus puisqu'il prend dessus. C'est quand même rigolo comme principe, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment la continuité des deux, comment dire, oh, le mot me vient pas, excusez-moi, voilà, les deux sont en synergie, les deux se complètent, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc l'aspect recherche, on développe les outils, et ensuite ils sont utilisés à des fins commerciales par des personnes, voilà, tout simplement. Alors, donc, j'ai commencé à vous le dire, mais pour revenir dessus, parce que j'ai donné beaucoup d'informations, les ERC, qu'est-ce que c'est que les ACO, hein? Les études commerciales regroupent donc l'ensemble des études qui s'appuient sur des résultats produits par la recherche commerciale et qui sont utilisés pour, un, mettre en œuvre la démarche marketing, donc pour prendre des décisions marketing et concevoir la politique commerciale de l'entreprise. Donc ses objectifs, ses stratégies, le marketing mix, des tactiques marketing. Donc ça, je vous renvoie au cours de marketing que vous aurez avec Madame Terrien, mais globalement, pour s'en donner une idée facile, qu'on peut facilement se représenter, vous voulez lancer un nouveau produit et vous voulez avoir une idée du nombre d'acheteurs que vous pourriez avoir. Est-ce que vous allez produire 10 000 unités de ce nouveau produit ou simplement 2, 4, 6? Bon bah, il est important, évidemment, de savoir cette information et pour ça il faut avoir pu faire une petite étude, donc là en l'occurrence plutôt une étude de marché, afin de définir votre objectif de production. Ensuite, dans quelle couleur vous le sortez et de quelle taille?
Bon, bah ça, c'est un objectif, c'est une définition stratégique qui va être extrêmement impactante pour la réussite du produit. Et ça, c'est pareil. Ça découle d'une recherche commerciale. Le mix marketing, place, produit, promotion, etc. Donc, est-ce que vous faites une promotion? Est-ce que vous faites différentes gammes de prix, etc. Bon, bah ça, c'est pareil. Ça va découler en fait d'informations que vous aurez recueillies au préalable avec une recherche commerciale. Et des tactiques de vente, par exemple. Est-ce que vous faites du porte-à-porte? Est-ce que vous vendez en boutique? Est-ce que vous vendez en magasin propre? Ou en fait, vous vendez via des revendeurs, via un réseau et qui ne vous appartient pas? Bon, bah tout ça, c'est des tactiques de vente et des décisions, en fait, qui relèvent de la politique commerciale, qui s'inscrivent dans la démarche marketing, de commercialisation du produit et qui, en fait, découlent d'informations qui ont été produites par des ERC. En tout cas, idéalement. Vous conviendrez que prendre ce genre de décision sans avoir d'informations au préalable, c'est quand même extrêmement risqué. D'où l'intérêt de faire un petit peu d'études et de recherche commerciale au préalable. Donc là, globalement, parce qu'on s'est dit, les ERC, c'est des études, etc. Donc, en fait, les ERC reprennent la totalité des moyens d'investigation commerciale et qui orchestrent en fait ces techniques commerciales. Donc, si on voulait être très exhaustif, et ça va être un peu barbant, c'est des informations de toute nature sur l'environnement de l'entreprise. Et vous allez voir, ça va assez loin, mais tout peut être utile. Même la préférence écolo, même si les Français se mettaient à aller vivre dans la Creuse tous et à tondre leurs moutons et à vendre leur lait, je veux dire, ça serait important pour vendre des produits. Il y aurait certains produits high-tech, nouvelles technologies, qui ne trouveraient plus grâce aux yeux de ce genre de consommateurs. Et si ça devenait un mouvement d'ensemble, il faudrait surveiller ce signal faible. Même si, a priori, les deux marchés, la tonte de la laine de mouton et la production de lait, ne sont pas directement reliés avec la commercialisation des produits high-tech. Pourtant, si depuis 15 ans, on voit qu'il y a une modification totale et que les gens abandonnent les produits high-tech pour des produits beaucoup plus locaux et bio, bah, ça va avoir un impact finalement sur votre business à terme. Donc, il faut tout récolter et il faut se pencher sur tout. Donc, ça veut dire quoi? Toutes les informations de nature à intéresser l'entreprise. Donc, des études sociologiques, évidemment, des études ou des analyses du marché, des études de comportement du consommateur et de l'acheteur industriel, parce qu'évidemment, il y a du B2C, business to customer, mais il y a du business to business, donc là, des entreprises qui commercent avec des entreprises. Par exemple, la fac est un client, elle achète des bureaux, elle achète des ordinateurs, elle achète du papier. Donc, quand vous êtes une entreprise qui œuvre dans ces secteurs, il est intéressant aussi de faire des études de comportement des acheteurs industriels, et pas simplement le consommateur final. Des prévisions de vente, la fixation des quotas, l'évaluation comparative des produits et des services vendus. Donc ça, on est un petit peu dans la phase en fait de rétroaction, hein, le moment où on contrôle qu'on a bien fait. Les études des prix, les conditions générales de vente, notamment celles des concurrents et même les vôtres. Comment elles impactent les décisions d'achat, la consommation de vos clients. Les études relatives aux formes, aux techniques et au choix des canaux de distribution. Hein, comme je vous le disais à l'instant, est-ce que je vends en propre, en magasin propre? Est-ce que je vends sur Internet? Est-ce que je vends par un réseau de revendeurs agréés? Est-ce que je fais un mix des trois? Dans quelle proportion? Pourquoi? Donc voilà, d'où l'intérêt de se pencher sur ces questions. L'étude des forces de vente. Donc, quelles sont les techniques de vente à inculquer aux vendeurs? Quel cursus ils doivent avoir? Comment on construit leur argumentaire de vente? Qu'est-ce qu'ils doivent présenter d'important dans le produit pour faciliter la décision d'achat, etc., etc. L'étude des structures commerciales, les prévisions de coûts et de budget de la demande. Pardon. La mise en place de modèles de commercialisation, etc., etc., etc. Donc vous voyez en fait toute la largeur potentielle des ERC. On pourrait presque dire, si on abusait un peu, que presque tout peut être ERC. Même la préférence politique des Français peut être intéressante, par exemple, quand on est un journal et qu'on veut le commercialiser. Pourquoi? Parce que politiquement, il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres. Politiquement, selon leurs préférences, aux Français par exemple, on va avoir des manières de présenter des sujets qui sont plus importantes que d'autres. On va avoir des rubriques qu'il faut plus mettre en avant que d'autres. Et donc, du coup, tout ça, c'est important de le savoir quand, par exemple, on essaye de faire vivre un journal. Et quand je dis un journal, ça peut évidemment être Le Monde ou Le Figaro, peu importe, mais ça peut être aussi des journaux beaucoup plus spécialisés. J'en sais rien, détective et enquête, gala, enfin bref. Donc, tout ça, par exemple, quand on fait du gala, est-ce qu'on se concentre sur les acteurs? Est-ce qu'on se concentre sur les familles princières? Est-ce qu'on se concentre sur en fait la vie personnelle des politiques? Donc tout ça, en fait, ça va dépendre de certaines préférences des consommateurs qui peuvent paraître éloignées en fait, de questions qui sont commerciales de prime abord et qui pourtant vont influer. Bref, j'arrête de m'étendre, je digresse beaucoup, mais c'est ça l'idée.
Donc je vous le disais, des fois il y a un truc qui m'énerve, c'est quand j'entends tout le temps études de marché, études de marché. Les études de marché ne résument pas les ERC, elles en sont une partie. Et je pense que la diapo précédente vous a bien présenté toute la largesse en fait de ce qu'on peut intégrer au champ des ERC et qui peuvent constituer des informations intéressantes dans la prise de décision marketing ou commerciale. Donc l'étude de marché, elle s'inscrit dans une démarche globale de l'entreprise pour être plus efficace sur un marché. Combien j'ai de consommateurs potentiels, quel est leur pouvoir d'achat, quel est leur sexe, quel est leur âge, etc. Ça va être utile pour notamment segmenter son offre. Mais en aucun cas, elle n'est suffisante en elle-même, elle est exclusive pour véritablement parler d'une étude et d'une recherche commerciale globale qui va vraiment éclairer la prise de décision marketing. Par contre, elle en est vraiment effectivement l'exemple princeps, l'exemple le plus représentatif. Voilà. Donc elle peut être mise en place avec profit, mais il doit y avoir des formes d'action préalables. Par exemple, avant de se payer une étude de marché, ça se trouve, on peut s'apercevoir que d'autres ont payé des études de marché et qu'on peut y accéder. Avant de produire une étude de marché, on peut se demander si vraiment ce produit peut intéresser. Par exemple, vous voulez, j'en sais rien, faire du conseil ou développer un nouveau produit de vente sur Internet et vous voulez intégrer un nouveau pays. Et si en vrai ce pays il est doté d'un réseau Internet qui est très faible, bon bah avant même de commander une étude de marché dans ce pays pour savoir si, je sais pas, les Mongols de Mongolie seraient prêts à vous acheter la nouvelle montre connectée que vous avez développée, qui ne se vendra que par Internet. Donc avant même de faire une étude de marché sur leur comportement potentiel d'achat, vous pouvez peut-être vous demander tout simplement s'il y a vraiment intérêt à commercialiser dans ce domaine. Donc vous voyez, on va au-delà quand même de l'étude de marché, même si c'est vraiment l'exemple le plus classique. Donc en gros, une étude de marché, vu que c'est l'exemple le plus emblématique, il faut quand même qu'elle réponde à un ensemble d'éléments, un ensemble d'objectifs, pardon, qui sous-entend plusieurs conditions. Elle doit être pertinente, utile et valide. Donc ça nécessite en gros la définition précise du problème à résoudre. Donc si vous voulez commercialiser, je vous le disais, des autos, vous n'avez pas besoin de vous questionner sur l'utilisation des portables des Français. Donc là, l'exemple est trop bête, mais si globalement, ce qu'influe le comportement d'achat, c'est pas spécialement le nombre de portes qu'aura la voiture, mais plutôt sa puissance ou inversement, il faut au préalable définir ce qu'on veut chercher pour faire une bonne étude qui ne sera pas trop onéreuse, pas trop lourde en termes de temps, et pouvoir prendre une décision assez rapidement et de manière la plus pertinente possible. Ensuite, il y a des sources d'informations qui sont à privilégier et pas d'autres. Par exemple, quand on va toujours avoir besoin de segmenter, on va devoir choisir, en tout cas, on va vouloir, si les gens préfèrent acheter une voiture verte, ils préfèrent acheter une 5 portes, ils préfèrent acheter une 2 chevaux, une 4 chevaux, une 6 chevaux, je dis n'importe quoi, peu importe, on pourrait raisonner avec n'importe quel exemple de caractéristiques de produits. Il faut aussi que vous puissiez le mettre en perspective avec des variables sociodémographiques, comme par exemple l'âge, le sexe, le lieu de vie, est-ce qu'ils vivent à la campagne, est-ce qu'ils vivent en ville, où est-ce qu'ils font leurs achats, à quel moment de la journée ils le font, par quel médium, est-ce qu'ils achètent en boutique ou est-ce qu'ils achètent sur internet, etc., etc., etc. Donc toutes ces variables, on va devoir les croiser. Et donc, il y a des informations qui préexistent. Par exemple, vous allez sur l'INSEE, vous allez avoir globalement la structure sociodémographique de la population française. Mais on verra qu'il y a des informations, il y a un chapitre qui évolue là-dessus. Toutes les informations ne se valent pas et il faut apprendre à sélectionner les bonnes sources. Et en TD, je pense que vous aurez à réaliser une petite étude documentaire, voire une étude de marché. Bon, c'est Monsieur Elkaïm maintenant qui a la main sur les TD, donc je veux pas non plus trop m'avancer. En tout cas, moi avant, je fonctionnais comme ça. On s'est appelé, on se coordonne, donc je pense qu'il en inventera une pour vous et il vous fera travailler là-dessus. Et vous verrez qu'on peut trouver beaucoup d'informations et que certaines sont fiables et d'autres non. Donc, la source d'information est vraiment un critère extrêmement important. Et enfin, on doit évidemment valider le tout, le formaliser dans un projet d'étude qui doit exister et être réalisé entre le demandeur et le réalisateur de l'étude. Notamment quand on fonctionne avec un institut de sondage. Vous êtes une entreprise, bon bah vous dites pas je voudrais une petite étude sur la consommation. D'abord vous cadrez, donc il faut une définition précise de votre problème. Le chargé d'études, il faudra qu'il ait accès à des sources d'informations qui sont quand même un minimum fiables, parce qu'on ne crée pas toutes les informations, même quand on fait une étude, on en utilise beaucoup d'autres qui préexistent et on les met en perspective avec des informations qu'on crée pour l'occasion. Et donc, le tout est formalisé par un projet d'étude.
Alors, je voulais revenir, ça c'est vraiment un point important. On parle d'études et de recherche commerciale. On a vu ensemble à quoi servait globalement l'intérêt de produire une information, de la collecter en vue d'une prise de décision, puis l'importance de la contrôler. On a vu ensemble qu'il y avait une différence entre études et recherche, hein, entre la partie recherche fondamentale, où on valide et on construit des échelles, et la partie opérationnelle, où en fait on les utilise pour produire des informations utiles dans la quotidienneté des relations commerciales et de la prise de décision commercial et marketing. Mais ensuite, il y a une dernière grande typologie qu'il me faut porter à votre connaissance. On peut parler d'études documentaires, on peut parler d'études qualitatives et on peut parler d'études quantitatives. Qu'est-ce qu'une étude documentaire? Une étude documentaire, en fait, c'est un peu la pré-étude. C'est un peu répondre à la question, est-ce qu'on fait une étude? Je m'en explique. Vous voulez commander une enquête sur la... Vous êtes dans le domaine de l'alcool, voilà. Et vous vous demandez, vous voulez, allez, mettons, vous voulez, ah bah tiens, vous voulez ouvrir un bar pour étudiants à Tours. Prenons un exemple qui peut être intéressant, en tout cas vous parlez un tout petit peu. Bon, pour l'instant vous avez encore le droit, et c'est tant mieux, de faire des belles soirées bien arrosées le jeudi soir sur Place Plume. Enfin, évidemment, je pense pas que vous fassiez ça, vous êtes des étudiants trop sérieux, mais imaginons que les pires d'entre vous, les plus condamnables d'entre vous, fassiez ça de temps en temps, une petite fois par mois maximum, je pense que vous êtes trop sérieux pour faire plus. Eh bien, voulez ouvrir un bar à destination des étudiants. Bon, bah, vous pourriez vous dire tout de suite, je commande une étude à un institut de sondage, donc je vais aller voir, j'en sais rien, l'IFOP ou la Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire, par exemple, parce qu'ils font des études aussi, sachez-le. Et donc, du coup, je vais aller leur demander, parce qu'ils disposent déjà de beaucoup de données, vu qu'ils enregistrent les données de toutes les entreprises de la région, c'est quand même pratique, vous remarquerez. Et donc, du coup, vous dites, ah bah, je vais vers eux, et je leur demande, bah voilà, en plus, c'est pas trop cher chez eux à la CCI, et du coup, je leur donne 500 ou 700 euros, puis ils vont me faire une petite étude de marché, pour voir si combien il y a d'étudiants à Tours, quelles sont leurs préférences, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils consomment, etc. etc. Bah, peut-être qu'en fait, il y a déjà des études qui ont été réalisées là-dessus, au niveau national par exemple, et que vous pouvez y accéder gratuitement sur le site de la LSA par exemple, hein, vous pouvez vérifier, il y en a, ou sur le site de l'IFOP, ou sur le site du CREDOC, hein, le CREDOC est un organisme spécialisé dans la consommation des Français, et en fait vous ne trouverez peut-être pas les stats exactement pour les étudiants tourangeaux, mais quand un échantillon est représentatif, vous pensez vraiment que les étudiants tourangeaux, ils ont une consommation très très différente des étudiants lillois et des étudiants de Reims et des étudiants montpelliérains? Ben, pas tant peut-être à la marge. Mais donc du coup, il y a peut-être des études que vous pouvez trouver qui ont déjà été réalisées. Donc avant de commander une étude et d'en faire une, déjà on se demande est-ce que ça vaut le coup d'en faire une. Et pour ça, on fait une étude documentaire, qu'on pourrait assimiler, d'ailleurs des fois le terme est échangé, à une étude préparatoire. En gros, avant de créer de la donnée et de payer, on va regarder, on pourrait dire, en fait on fait de la veille, mais on pourrait dire, pour le dire très trivialement, ne mettez pas ça dans vos copies, mais on fait une petite recherche Google, on demande à Google. Donc après, on apprend hein, qu'il y a certaines sources d'informations qui sont plus pertinentes. Je vous parlais à l'instant de l'importance des sources d'informations, mais en gros, on va regarder déjà ce qui existe avant de commander une étude. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des données secondaires. C'est des données en fait qui préexistent. On ne crée pas la donnée, on utilise celle qui a été déjà produite. Alors, elle n'est pas toujours aussi précise que ce qu'on voudrait avoir, mais déjà, ça nous permet de nous demander et d'être certain que ça vaut le coup de payer une étude, d'en faire une et de créer de la donnée, ou peut-être qu'on peut tout simplement se contenter de données qui préexistaient déjà. Si un jour vous créez votre boîte, si c'est votre objectif, je vous le souhaite, vous aurez sûrement le problème de produire un business plan et dedans, votre financeur potentiel, une banque, va vous demander une étude de marché. Et donc, soit vous en paierez une, ou soit vous la ferez avec des données préexistantes, des données secondaires, donc en colligeant, en sélectionnant, en gros, et en synthétisant des études qui ont déjà porté sur des objets qui se rapprochent du vôtre, que vous mettrez ensemble et synthétiserez, et ça vous évitera potentiellement des frais beaucoup plus élevés. Bref. Donc ça, c'est l'étude documentaire. C'est un peu, est-ce qu'on fait une étude? En fait, on prépare potentiellement une étude qu'on voudrait faire. Dans certains cas, on va prendre la décision de commander une étude. Dans d'autres, on va s'apercevoir qu'on a déjà assez d'informations qui préexistent, de données secondaires, et on n'aura pas besoin de faire une étude. Ensuite, deuxième grande famille sur trois, les études qualitatives. Alors, le qualitatif, les études qualitatives, en fait, répondent à la question du pourquoi. Pourquoi un individu consomme ça? Pourquoi les Français achètent des albums photos? Pourquoi les Français préfèrent les argentiques aux appareils numériques?
Pourquoi les Français achètent plutôt des voitures jaunes que des voitures... Ben voilà, vous pouvez le mettre avec n'importe quoi. Pourquoi les Français consomment plus de Bordeaux que de Bourguignon? Bref, que de Bourgogne, pardon. Bref, voilà, c'est toutes ces questions. Pourquoi les étudiants, à 50%, veulent une trottinette électrique à Noël? Je dis n'importe quoi, mais... Donc en fait, on s'intéresse au pourquoi. Donc c'est la motivation à l'achat, ce qui sont tant le comportement. Comment on peut expliquer que les gens aient cette préférence? Donc c'est une question qui est souvent très difficile à traiter. Elle est à opposer en fait aux études quantitatives. Les études quantitatives, on répond au combien. Combien de personnes veulent acheter une trottinette électrique? Combien de personnes ont acheté une voiture l'année dernière? Combien de personnes ont acheté sur Internet des couteaux? Non mais je dis n'importe quoi, mais vous voyez une différence fondamentale entre dénombrer un comportement d'achat et comprendre pourquoi les gens ont ce comportement d'achat. C'est vraiment deux questions distinctes, et donc on distingue les deux typologies d'études qui permettent de répondre à ces deux questionnements, fondamentalement différents. Donc, par exemple, le combien. On peut voir que les Français, ils achètent plutôt des voitures qui ont 5 places. Très bien. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une construction autour de valeurs familiales qui font que globalement on est un pays avec un taux de reproduction qui est quand même assez élevé en Europe, même s'il tend à décroître. Et donc on a différents types de familles et nous on est très enclin à défendre en études démographiques, on appelle ça la famille nucléaire. Et donc c'est des valeurs qui sont culturelles, qui sont portées, reproduisent de génération en génération, qui sont inscrites dans des normes sociologiques. Et le pourquoi en fait on va pouvoir l'établir qu'avec des études qualitatives. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des entretiens. Souvent, c'est des données qu'on appelle des données discursives, les études qualitatives. Donc en fait, on recueille la parole des gens. C'est long, c'est lourd et on ne peut pas le faire sur beaucoup de personnes. Pourquoi vous avez acheté cette voiture? Donc là, on ne va pas se contenter d'une réponse en une phrase. Globalement, si vous voulez vraiment comprendre le mécanisme sous-tendu par ça, vous allez devoir poser la question, la reposer, relancer le sujet pour qu'il vous explique. Et vous allez peut-être vous apercevoir que lui, s'il préfère une grosse voiture, c'est parce que son père, à l'époque, il l'a briqué tous les week-ends et il avait des gros modèles, etc., etc. Ou peut-être que c'est une petite voiture parce que globalement, il a grandi dans une famille monoparentale, sa maman n'avait pas trop d'argent, et donc du coup elle n'avait pas les moyens de s'acheter une grosse voiture, et elle avait un discours qui était très construit autour de l'utilité simplement de la voiture, et que c'était juste un outil à disposition de mobilité de la famille pour se rendre d'un point A à un point B. Donc en fait on rentre vraiment lentement, là je vais trop vite, mais en même temps... je prends du temps, vous voyez, ce temps En fait, on a besoin de reconstruire tout le parcours intellectuel de l'acheteur pour comprendre pourquoi il présente ce type de comportement d'achat. C'est vraiment très long à mettre en place. Et on ne peut pas le faire sur beaucoup de gens parce que concrètement, ça veut dire qu'il faut payer une personne pendant 1 heure pour répondre aux questions comme ça de manière très précise, très longue. C'est vraiment des interviews fleuves en fait. Et en face, il faut payer un intervieweur, donc un chargé d'études. Donc c'est très onéreux. Rien à voir avec par exemple les questionnaires où vous pouvez payer une personne 1 euro pour répondre à un questionnaire qui met 15 minutes sur internet, qui va être une étude quantitative où on lui demande combien de fois tu achètes ça par an, tu l'achètes plutôt à tel moment de l'année, tu prends plutôt quel produit, en fonction de quoi, quelles sont les caractéristiques que vous préférez dans les produits, la qualité, la fiabilité, la durabilité, le fait qu'il soit issu d'une production locale, etc., etc. Donc ça, c'est facile à établir. Donc vous pouvez le dénombrer facilement. C'est du quantitatif, c'est du combien, c'est des données chiffrées. Mais on est bien d'accord que quand on répond au combien, les gens préfèrent du bio. 72% des Français préfèrent acheter des yaourts bio. On ne sait toujours pas pourquoi. Par contre, ça vous est hyper utile. Vous savez que globalement, dans votre offre, il faut que vous ayez un yaourt bio. Sinon, vous allez vous faire bouffer en part de marché. Par contre, vous ne comprenez pas bien pourquoi. Et le pourquoi, ça peut vous sembler inutile. Bon, au pire, on sait tous qu'ils achètent du bio. Mais pour des produits novateurs, par exemple, comprendre la construction intellectuelle et culturelle qui sous-tend ces préférences d'achat, c'est très utile pour des produits novateurs. Et c'est aussi très utile de comprendre vraiment ce qui sous-tend les mécanismes d'achat, parce que concrètement, il s'agit de satisfaire des besoins, mais il y a des besoins qui sont dissibles et il y a des besoins qui sont inconscients chez les consommateurs. Et l'inconscience, on n'y accède que par le pourquoi, pas par le combien. Quand on répond à un questionnaire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, on n'est que conscient. Donc les études quantitatives vont n'interroger que la partie consciente de l'imaginaire, de l'intellect d'une personne. Les études qualitatives, potentiellement, permettent d'accéder à une partie inconsciente, explicative des procédés
pardon, des comportements d'achat. Et en ça, elles sont extrêmement intéressantes et très sous-estimées. Mais bref, on aura l'occasion de s'en reparler. Si c'est pas encore très clair pour vous, vous pourrez me poser des questions sur Teams, mais en gros, il y a trois types d'études, les documentaires, les qualitatives, les quantitatives. La documentaire, c'est est-ce qu'on fait une étude et on utilise en fait, avant de se lancer et d'en payer une, des données qui préexistent pour voir si c'est vraiment utile. En temps 2, on va avoir, en temps 2, deuxième type d'études, les études qualitatives. On répond à la question du pourquoi. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens préfèrent acheter du rouge que du rosé que du blanc? Pourquoi les étudiants préfèrent la bière et pas le vin? Ah, ça c'est un bon exemple, vous voyez. Pourquoi il y a une transformation au cours de la vie et à partir de quel moment ça intervient? Si vous le comprenez vraiment, vraiment la mécanique qui sous-tend ça, est-ce que c'est un développement du palais? Est-ce que c'est un temps d'exposition au produit? Pourquoi en général, les classes d'âge un peu plus jeunes n'aiment pas trop le vin? Et pourquoi nos aînés préfèrent le vin? Donc ça, on peut le dénombrer facilement. Si vous comprenez pourquoi, c'est le temps d'exposition au produit, c'est des expériences avec des sortes de mentors, ou ce qu'on appelle en anglais des role models, donc ce qu'on pourrait appeler des influenceurs par exemple. Si vous comprenez vraiment pourquoi, où s'opère la bascule pour qu'un individu dans sa vie, avant il préférait la bière et d'un coup il préfère le vin, vous pouvez peut-être dénombrer avec une étude quantitative. Pour l'instant, c'est à peu près à 35 ans qu'il y a un schisme, que les gens passent au vin, et que du coup, on peut le dénombrer à partir de 35 ans. On sait qu'à ces personnes-là, on va faire de la pub sur le vin. Si vous comprenez pourquoi, vous pouvez essayer de modifier plus tôt la préférence d'achat. Ben, on sait que c'est parce qu'il y a un influenceur, ou c'est le temps d'exposition au produit. Et vous pouvez essayer de modifier ce temps d'exposition pour faire le démarrer plus tôt. Et ça peut vous donner un avantage concurrentiel parce que vous pouvez développer un produit, un vin, assis sur ses préférences et les mécanismes de construction de ses préférences, qui va cibler une classe d'âge plus jeune. Et là, en fait, concrètement, ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça, c'est que vous créez votre propre marché. Et ça, en termes d'avantage concurrentiel, ça a une valeur qui n'est même pas dissible, tellement elle est avantageuse. Mais bref, j'en arrête là. J'espère que j'ai réussi à être clair. C'est vraiment un point important, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est pas clair. Donc on va rentrer dans un peu d'histoire par la suite. Donc je vous ai dit, j'irai très vite sur l'histoire. Et je pense que là, j'ai déjà bien parlé. Donc je vais m'arrêter là et on se laisse ça pour la séance suivante. Donc je vais mettre la diapo cet après-midi. Bon, cet après-midi, on est dimanche après-midi, hein. Et donc du coup, j'espère que vous aurez le temps de consulter le diaporama. Et surtout, surtout, si vous avez des questions, n'oubliez pas, je serai là sur Teams pour y répondre. C'est important. Je suis à votre disposition et même si on ne peut pas se voir en cette période dans cette période gênante de crise sanitaire, qui me frustre beaucoup parce que franchement, donner cours à son ordinateur dans son salon, c'est chiant. Enfin bon, c'est pareil pour vous, hein, c'est pas drôle. Mais bref, je sais que je vous l'ai déjà dit, je me répète, désolé, je suis un vieux, je radote. Mais du coup, franchement, saisissez-vous de l'opportunité qui vous est donnée, qu'on se mette à disposition pendant Teams. Si vous voulez voir me venir en amphi, pas la semaine prochaine, enfin pas cette semaine parce qu'on n'a pas le droit d'être en présentiel pour vous les premières années vu que c'est la rentrée des secondes années, mais globalement après vous pourrez aussi venir me voir. J'apprécierais d'ailleurs, j'aimerais bien ça, ça me ferait plaisir. Donc du coup, surtout, vous en profitez. Vous restez pas tout seul dans votre coin à vous dire putain, je comprends rien. Hein, vous faites pas vos glandus, vous venez me voir. Un prof, c'est fait pour être utilisé. Vos parents et vous, vous me payez avec vos impôts, donc vous me faites le plaisir de venir me poser des questions. Bon allez, bonne semaine à vous. J'espère que j'ai réussi à être clair, hein. Pour moi, c'est une première aussi que de fonctionner comme ça. D'habitude, vous savez, dans l'amphi, quand je parle, je vois bien quand globalement vous parlez entre vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois bien vos têtes aussi. Je vois bien quand vous suivez que j'arrive à être clair et que j'arrive à susciter de l'intérêt chez vous. Je le vois dans vos yeux. Et quand vous êtes complètement perdu, vous baissez les yeux, vous tenez la tête, enfin, tout ce non-verbal, d'habitude, croyez bien, hein, c'est extrêmement utile pour nous les profs, et là je l'ai pas. Donc en gros, je parle dans le vide, puis je sais pas si je suis clair, je sais pas si... Bref, d'habitude, là où je peux me référer à vos comportements pour justement, ça typiquement c'est qualitatif, vous voyez, mais bon, je vais pas vous envoyer. Mais là, je l'ai pu, et globalement, c'est pas facile pour moi. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Bon, soyez doux hein, quand même, j'essaie de m'appliquer, donc me pourrissez pas, hein. Me faites pas pleurer. Bon allez, bonne semaine.